qui est au programme aujourd'hui, bien, premièrement, vous montrer comment maîtriser la longueur du texte dans votre infolettre. Ensuite, Anne-Marie va vous expliquer, dans le fond, quel ton vous pourriez utiliser pour vos messages selon votre entreprise. Bref, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Ensuite, on va voir comment structurer l'information de manière pour captiver votre public parce qu'il y a un ordre logique pour placer les choses dans une infolette. Ensuite, ça va être comment créer des appels à l'action slash des CTA puissants. Ensuite, on va voir comment rédiger des sites accrocheurs. Finalement, les meilleures pratiques pour rédiger des lignes d'objets. Et finalement, on va terminer avec comment élaborer un plan de rédaction solide. Excellent. Alors, on se lance tout de suite avec la longueur du texte. Alors, une infolettre, est-ce que ça prend un texte long ou un texte court? En fait, il y a pas vraiment de règle universelle, il n'y a pas d'entente précise chez les spécialistes. Il y a certaines infolettes qui sont vraiment pleines d'images, qui contiennent moins de 150 mots. Il y en a d'autres qui sont qui ont beaucoup de texte, plus de 500 mots même, et peu d'images. Donc, c'est des choix que vous faites. Pour vous donner une petite référence, en fait, une page Word qui serait écrite dans une police typique, là, Arial, 12 points, quelque chose comme ça, à double interligne, ça compte à peu près 350 mots. Donc, si vous avez une infolettre qui en fait 500, ça veut dire que ça dépasse la page et demie là, de Word. C'est assez volumineux. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas efficace ou que ça fonctionne pas non plus. Alors, quelques principes. D'abord, la concision. Le but, c'est d'écrire avec le moins de mots possible. Les gens ne lisent plus vraiment. C'est d'une grande tristesse. Je serais surprise d'entendre des gens parmi vous qui me disent, moi, je lis de bout en bout toutes les infolettres auxquelles je suis abonnée religieusement toutes les semaines. J'aurais de la difficulté à vous croire. On est comme ça. On est rendu qu'on lit un petit peu moins ou en diagonale du moins. Donc, ça fait que chaque mot compte, ça prend de la précision, ça prend de la richesse, du côté des verbes surtout, en fait. Donc, si vous voyez que vous êtes en train de rédiger, puis vous repérez un faire des voyages, ben, on peut remplacer par voyager, qui est plus court, plus précis, plus efficace. Faire une commande, commander. Être d'accord avec quelqu'un, on peut dire j'approuve. Avoir mal, souffrir, des choses comme ça. Donc, on y va avec la précision, de la richesse. Important, la pertinence, l'originalité, éviter les informations inutiles, superflues. Si vous vous rendez compte que vous dites des choses qui sont pas vraiment pertinentes, ben pour ajouter des mots, mais c'est une mauvaise pratique, ne le faites pas. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien, c'est préférable. Les lecteurs, ils aiment les messages clairs, ils aiment quand les choses sont directes. Et demandez-vous quand vous êtes en train de rédiger si votre lecteur il serait heureux d'avoir cette information-là, s'il serait surpris, s'il serait reconnaissant d'apprendre telle ou telle information. Donc, c'est ça qu'on veut lui livrer. Des choses qui vont le surprendre, qui vont l'étonner un petit peu. Puis évidemment, ça se fait avec de l'originalité. Hein? Faut pas éviter de se répéter d'une infolettre à l'autre. L'aspect de la nouveauté, c'est vraiment important. C'est ça qui accroche votre lecteur. Donc, si vous avez, par exemple, une gamme de produits, une gamme de services qui est assez limitée, ce serait redondant d'en parler d'une infolettre à l'autre. Mais dans ce cas-là, il faut élargir, il faut aller plus large que vos produits, services, peut-être faire un lien indirect pour éviter de vous répéter d'un envoi à l'autre. Donc, envoi à l'autre, fréquence d'envoi, c'est sûr que vous pouvez vous permettre un contenu qui est un petit peu plus long si vous envoyez une infolette, par exemple, mensuelle ou trimestrielle, donc aux 3 mois. Plus courte, évidemment, si l'envoi est hebdomadaire. Et si c'est nouveau pour vous, si vous voulez vous lancer dans l'envoi d'infolettes, faut déterminer une fréquence et il faut vous y tenir. Donc, si c'est une fréquence hebdomadaire que vous préférez, par exemple, je vous conseille fortement d'affecter une ressource à la rédaction de ces textes-là, de planifier. Donc, prenez-vous d'avance pour livrer la marchandise parce que c'est assez exigeant pour un non-rédacteur
de livrer chaque semaine. C'est des efforts qui sont souvent très sous-estimés. Donc, prévoyez quelques infolettes d'avance peut-être, quelques sujets, ça va vous aider. Et la longueur, ben, elle varie en fonction de votre objectif. Hein. Si l'objectif, c'est vente ou promotion, par exemple, c'est généralement beaucoup plus court. C'est vraiment axé sur les offres, les appels à l'action, les boutons. Et quand c'est un objectif d'information, bien là, c'est plus long. On a des phrases, des paragraphes complets, tout ça. Souvent des débuts d'articles qu'on va mettre dans l'infolette, articles de blog, par exemple, ou renvoi vers le site, des choses comme ça. Je vous montre tout de suite un petit exemple ici. C'est un objectif de publicité, de vente d'une infolettre à laquelle je suis abonnée, un restaurant de Sherbrooke que j'aime bien. Alors, comment ils s'y sont pris? Mais d'abord, il y a une grande idée qui est à caractère ici promotionnel, clairement. Donc, c'est une grande idée qui est scindée en 2 messages. On a d'abord la réservation du party de Noël, hein, un bouton qui nous dit organiser mon événement. C'est assez clair. Et ensuite, on parle aussi d'événements, mais de tout autre événement en général. Donc là, on dit, ben, n'oubliez-nous pas non plus pour vos 5 à 7, vos parties de retraite, les activités corpo, les lancements de produits, tout ça. Et là, dans ce cas-là, on a un bouton communiquer avec moi, c'est-à-dire avec la conseillère aux événements. Et là, c'est un appel à l'action qui est plus personnalisé. J'attire votre attention pendant qu'on est ici sur le nom de la conseillère en question. Ça m'a pris quelques secondes d'analyse pour déduire que c'est Sue Goyette et non pas Luc Goyette. Donc, je comprends qu'on est à une époque où c'est très populaire tout ce qui est non-binaire et non-genré et l'écriture inclusive, et etc. Mais c'est une mauvaise pratique. On devrait pas, le lecteur ne devrait pas avoir à déchiffrer quelque chose dans votre infolette. Il faudrait que ce soit très clair en partant. Donc, à éviter là, les typographies de fantaisie, là, parfois ça mine la lecture. Et ben, vous voyez qu'il y a des sous-titres pour bien identifier les sections, donc séparer les 2 grandes idées. Et c'est un texte qui est très court. Ici, on est dans le 150 mots seulement, mais c'est très efficace. On a un beau montage visuel, le texte est simple, il est facile à lire sur le plan de la syntaxe et de la grammaire, mais pas tout à fait sur le plan de la typo, malheureusement. Ça, c'est moins bien réussi. Alors, je vous présente un deuxième, complètement différent. Ici, on est dans l'objectif de l'information, surtout, donc c'est l'objectif primaire, et on a un petit peu de promotion en filigrane, là, donc objectif secondaire. C'est l'infolette de la CEPAC pour ceux qui la reconnaissent, ceux et celles qui la reconnaissent. Donc, il y a une grande idée ici, encore une fois, c'est la conciliation travail-nature. Et cette idée-là, elle est subdivisée en 4 idées. Le travail en nature, les meilleurs endroits pour télétravailler, les bienfaits de la nature sur les humains. Donc là, on a invité un cardiologue à nous amener des preuves plus scientifiques, puis des faits et tout ça. Donc là, on est plus dans l'analyse de pourquoi c'est bon pour nous. Et finalement, on a l'auberge du Chêné comme lieu de télétravail. Donc là, la CEPAC, elle y va avec un petit peu plus de promotion. Hein. Elle veut louer, dans le fond, son auberge du Chêné, en faire la promotion dans l'infolettre en même temps. Ici, c'est beaucoup plus long. On est dans un texte qui compte 469 mots, mais c'est aussi très efficace, hein? Ça fonctionne très bien, puis ça s'adresse dans le fond à un public qui doit lire aussi plus souvent. Et le fait que c'est très, très linéaire, qu'on a toujours une image, ensuite le titre, ensuite le texte, suivi du bouton, on peut très bien aller rapidement au sujet qui nous intéresse le plus aussi. Donc, eux, ils ont mis ici tout le paragraphe qui introduit l'article, l'article plus long qu'on nous invite à lire. On pourrait faire ça dans notre infolette, mais juste mettre peut-être la première ou les 2 premières phrases de l'article de notre blog, par exemple, ce serait suffisant aussi. Et on a 3 boutons qui redirigent vers l'article, chacun un article de blog différent, et le dernier vers une page de réservation. Donc, c'est là le petit caractère promotionnel. Bon, maintenant, une des choses qui est un petit peu difficile à définir quand on arrive pour écrire, c'est le ton. Ça peut paraître un peu abstrait,
Puis on peut quand on se lance puis qu'on ne connaît pas ça, se lancer dans toutes sortes de directions. Mais il y a quand même des principes, des choses qui guident comment on adapte notre ton. Qu'est-ce qu'on choisit d'abord? Bon, le ton, il va varier en fonction de certains critères. Il y a votre auditoire, votre image de marque et vos objectifs de communication. Donc, il faut d'abord, idéalement, connaître votre public, hein, votre auditoire. C'est quoi son niveau d'éducation? C'est quoi ses intérêts, ses valeurs? À quelle tranche démographique appartient? Donc, est-ce que vous avez surtout des millénarios parmi vos clients ou plutôt des baby boomers? Est-ce que c'est une grande majorité de femmes ou d'hommes? Donc, si vous connaissez, plus vous en connaissez sur eux, plus vous allez être capable de cibler, puis leur présenter des choses qui sont en cohésion, qui fonctionnent avec leurs valeurs, leur système de croyances et tout ça. Si vous avez un public qui est très, très large, donc qui passe de très jeunes à très vieux, hommes, femmes, c'est très hétéroclite, mais là, il faut y aller avec quelque chose de peut-être un petit peu plus neutre, hein, pour être sûr de ne pas choquer personne, puis en même temps de rassembler tout le monde. Le ton varie évidemment en fonction de votre image de marque. Il faut rester fidèle à votre marque. Donc, si vous avez une entreprise qui est plutôt formelle, je pense au domaine bancaire, les assurances, domaine juridique, hein, les cabinets d'avocats, cabinets de notaires, domaine de l'immobilier aussi, un ton formel, professionnel, c'est tout à fait correct. Si l'organisme, il y a plutôt une vocation de formation ou d'éducation, hein, tous les ordres, par exemple, les ordres des ingénieurs, des médecins spécialistes, des infirmiers, des traducteurs, plugger mon métier. Ben, dans le fond, le but, c'est de transmettre de l'information à ses membres. OK? Donc, on a une optique souvent de formation continue de ces membres-là, de nouveautés dans le domaine, qu'est-ce qui se passe dans notre domaine, c'est quoi les récents développements de telle loi, telle norme et tout ça. Donc là, on adopte un ton qui est instructif, informatif. Si votre entreprise, elle est connue pour son humour, ben go, un ton humoristique, c'est tout à fait le bienvenu parce que votre public, il va s'attendre à ce type de ton-là. Hein? Ça ne sera pas une surprise, vous ne le choquerez pas, ça fonctionne tout à fait, c'est en adéquation avec sa personnalité. Et donc, oui, on adapte avec auditoire, image, mais aussi les objectifs de communication. Qu'est-ce que vous voulez quand vous écrivez? C'est quoi le but derrière la rédaction? Donc, si vous cherchez à vendre un produit ou un service, bien là, ça prend un ton qui est persuasif, convaincant. On est dans l'argumentation. On va souvent présenter des avantages, des qualités, des bénéfices. Mais on va faire attention de pas se faire trop insistant, pas être trop évident, disons, pour pas, et pas non plus tomber dans la menace. Donc, il faut pas utiliser la peur pour vendre. Par exemple, hein, en disant, si vous faites pas ceci, il va être trop tard ensuite, puis là, on prévoit des conséquences catastrophiques. C'est pas une bonne avenue à emprunter. On ne menace pas nos clients. Si vous êtes une organisation, comme un OBNL, par exemple, un organisme à but non lucratif, une association, une fondation, c'est fort probable que vous cherchez à accompagner. Donc, dans ce cas-là, ça va être un ton plus bienveillant. Hein? Vous allez vous faire rassurant, vous allez réaffirmer votre présence, la disponibilité de tous les outils, les services qu'on vous offre, dans le fond. Ça peut être le cas un professionnel de la santé, par exemple, un ostéopathe, chiropraticien, une clinique d'optométrie, une pharmacie, puis tout ça, dire on est là pour vous, on vous accompagne. Si l'entreprise elle cherche juste à rester en contact avec ses clients, OK? Ou à peut-être attirer ou séduire des nouveaux clients potentiels, là, on peut employer un ton amical, décontracté. Donc, on cherche à juste rester à l'esprit de son public, lui rappeler sa présence. Et j'ai fait une petite parenthèse sur le tu pendant que je suis ici. Quand on est c'est pas parce qu'on a un ton qui est amical ou qui est décontracté qu'il faut forcément adopter le tutoiement, et même si votre auditoire y est jeune. Le vous fonctionne très bien. Hein? Les gens vont se sentir quand même interpellés si on dit vous puis que la personne a 15-16 ans.
Parce que des fois, peut-être que votre public est mal ciblé, peut-être que c'est pas le public que vous pensez, puis là, ben, vous risquez de faire fausse note ou des fois de sonner faussement sympathique ou faussement dynamique. Donc, ça risque de rater la cible, puis peut-être même de choquer certains clients potentiels. Donc, on respecte la personnalité de notre marque, on reste authentique. Le public, il est intelligent, il est perceptif, il faut pas le sous-estimer. Il va réaliser si ça sonne faux, puis s'il y a un décalage entre la perception qu'il y a de votre marque puis la façon dont vous communiquez. Je vous parle maintenant de la disposition, organisation du contenu dans votre infolette. Le principe de l'entonnoir ou de la pyramide inversée est assez intéressant dans ce cas-là. Donc, c'est une technique qui est apparue au 19e siècle. Durant la guerre, il y avait des correspondants étrangers qui devaient envoyer des messages par télégraphe à l'époque. Donc, il y avait peur pendant qu'ils communiquaient, que la communication soit coupée parce qu'il y avait beaucoup de bombardements puis toutes sortes de choses qui se passaient autour. Donc, ils livraient tout de suite les informations essentielles en premier. Donc, c'est développé une espèce de hiérarchisation de l'information qui fait que on place le plus important en premier, dès les premières lignes, pour capter l'intérêt vraiment. Donc, on va droit au but et on répond d'abord aux 4 questions essentielles. Donc, dès le premier paragraphe, c'est le qui, le quoi, le quand et le où. Alors, le qui, ben, c'est qui est visé, qui est concerné par le message. Le quoi, ben, c'est de quoi on parle. Hein, c'est quoi l'événement ou l'offre ou le sujet ou la situation qui justifie une communication. Le quand, mais ça peut être précis, hein, ça peut être tel jour à telle heure précisément, ou ça peut être beaucoup plus large, ça peut être une plage de date, une période, ça peut être même une saison au complet. Ça varie beaucoup. Et le ou les lieux. Donc encore là, on peut avoir une adresse précise ou ça peut être toutes les succursales de l'entreprise ou à l'échelle de la province ou des choses comme ça. Et là, ensuite, on va répondre au comment. Hein? Dans les paragraphes qui suivent, on va livrer les détails importants. On peut répondre ou non au pourquoi, c'est facultatif, ça dépend de la nature de la communication. Alors, ce principe-là, c'est un principe qui est vraiment dicté par l'attention des lecteurs. De plus en plus, elle est limitée en raison des nouveaux canaux de communication. J'ai fouillé un peu, il y a une étude intéressante de Nielsen Norman Group, qui est un chef de file vraiment dans l'expérience utilisateur qui se fonde sur la recherche et qui nous indique que 81% des lecteurs regardent le premier paragraphe et non lisent en entier. Donc, ils balaient le contenu et il y a seulement 32% qui vont aller jusqu'à regarder le 4e paragraphe. Donc, les gens, ce qu'ils font en général, ils balaient l'écran en forme de S majuscule. Donc, on va lire les 2, 3 premières lignes maximum et ensuite, on va seulement regarder les premiers mots qui sont à gauche en suivant comme ça le texte. Donc, ça dessine une espèce de F. Et ça fait en sorte que, dans le fond, en moyenne, les gens lisent tout au plus 28% du contenu total de la page. Ce n'est pas énorme, hein? Donc, mettez ce qui est important en premier. Pendant que je parlais de l'entonnoir, pyramide inversée, il ne faut pas confondre avec l'entonnoir de vente, qui est un principe bien connu. Donc, l'entonnoir de vente, lui, il va ratisser large au départ. Il veut juste piquer la curiosité, susciter la découverte en présentant le produit, le service. Hein, on n'est pas agressif. Et ensuite, on va cibler un ou plusieurs intérêts. Puis là, après ça, on va questionner sur sa décision. Le client questionne sur sa décision, son désir d'achat, où il est rendu dans son processus. Et finalement, on l'invite à passer à l'action. Achetez ça, faites ça et tout ça. Donc, parlant d'invitation, hein, d'appel à l'action, l'appel à l'action, c'est un élément qui est essentiel du marketing et de la communication. C'est quoi? Mais c'est une invitation claire et spécifique qui est destinée à inciter les personnes à effectuer une action souhaitée, donc une action que vous souhaitez qu'ils fassent. Donc, c'est souvent abrégé par CTA, CTA,
pour Call to Action. Même en français, on utilise beaucoup le CTA. C'est comme un acronyme universellement connu là, dans le domaine du marketing et des communications. Donc, la plupart du temps, comment ça se présente, cette chose-là? Bien, sous forme de boutons, plus ou moins longs. Donc, c'est idéal de créer un bouton parce que c'est facilement repérable et l'œil, aujourd'hui, on connaît ça des infolettes, on est habitué, on va essayer naturellement de repérer le bouton dans la page. J'ai vu certains endroits où on met encore un lien ou un hyperlien du genre cliquez ici, 2 points avec une URL, là, l'adresse Internet. C'est beaucoup moins recommandable, c'est moins esthétique dans une page, c'est plus joli un petit bouton. Alors, ça, c'est à éviter. Et encore une fois, ben, comment on fabrique ces appels à l'action-là? Ben, on vise la concision, la précision. Idéalement, c'est construit avec un verbe parce que un verbe, par définition, c'est un nom d'action. Donc, on met un verbe suivi d'un nom ou d'un pronom et ça fabrique notre CTA. Je vous montre ici à l'écran celui de la CEPAC qui est à droite. Donc, un bureau au creux des sapins. C'est un mauvais CTA selon moi parce qu'il n'y a pas de verbe. Il est très long. Il est peu révélateur dans le sens où on ne comprend pas tout à fait ce qui nous est demandé là, comme lecteur. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, je clique ici, mais encore. Le CTA à gauche, hein, qui fonctionne très bien, qui est un grand classique, lire l'article ou lire la suite aussi, on voit ça souvent. C'est clair, c'est précis, on comprend bien ce qui nous est demandé ou ce à quoi on est invité. Donc ça, c'est plus souhaitable. Ensuite, petite notion à ne pas oublier quand on crée, qu'on introduit ces boutons-là dans une page, notion de cohérence. Donc, si vous avez décidé, par exemple, que tous vos boutons vont être à l'impératif, bien, il faut qu'ils soient tous à l'impératif. Donc, inscrivez-vous ou abonnez-vous selon la formulation que vous choisissez et ensuite, lisez la suite. Et si vous choisissez l'infinitif, alors il faut dire s'inscrire ou s'abonner et lire l'article et non lisez l'article. Il y a une petite formule aussi que je vois de temps à autre avec le je. Je m'abonne, je m'inscris. C'est un peu difficile sur le plan de la cohérence, dans le sens où quand on arrive pour inciter quelqu'un à lire un article, puis que le bouton c'est je lis la suite ou je veux en savoir plus, ça sonne un peu bizarre. Donc, et ça devient plus difficile de faire des formules courtes, des formules qui sont succinctes. Dernier petit détail à considérer, les défis de la traduction. Il y en a beaucoup qui ont des infolettes qui sont bilingues et on a beaucoup tendance à la rédiger en anglais en partant. Si c'est votre cas, il faut prévoir quand même des boutons plus longs en français, donc qu'ils ne soient pas limités dans le nombre de caractères, parce que le français, on le sait en général, il est 20% plus volumineux que l'anglais. Et particulièrement quand on tombe dans des boutons de CTA, pour rendre le sentiment d'urgence, en anglais, on a le now et en français, c'est maintenant ou aujourd'hui. C'est très, très long. C'est dommage, on n'a pas de mot court en français qui dit agissez maintenant. Donc, pour continuer, par rapport au CTA, pour résumer un peu qu'est-ce que Anne-Marie vient de mentionner, l'important, c'est que le bouton d'action, ça représente l'action que vous souhaitez faire prendre à vos lecteurs ou à vos abonnés. Donc, posez-vous la question, c'est quoi le but de votre courriel, de votre infolette? Est-ce que, par exemple, c'est d'informer vos abonnés ou vos lecteurs par rapport à un sujet technique comme un article de blog? Est-ce que c'est de les inviter à un événement, à un webinaire? Ou encore, est-ce que c'est pour présenter une nouvelle offre, présenter des nouveaux produits ou services? Dans tous les cas, le CTA devrait rediriger vers votre site web ou une landing page en lien avec votre sujet, évidemment. En plus, ça vous permet, dans le fond, de générer du trafic sur votre site web et par le fait même d'augmenter vos chances de conversion. Quand je parle de conversion, c'est à vous de les déterminer. Ça peut être, par exemple, de vendre un produit. Ça pourrait être que la personne ait été lire votre article de blog, ait passé 2 minutes dessus. Bref, c'est vraiment personnel à vous. C'est par rapport à votre but.
Dans le fond, vous avez mis ici quelques exemples de CTA sous différentes catégories. Non, ça va être l'autre slide encore revenir en... Oui, exact. Donc, comme Anne-Marie l'a mentionné, les verbes d'action. Donc, commencer votre essai gratuit. Dans le fond, ça incite les gens justement à passer à l'action. Et que vous choisissez EZ ou ER, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est qu'il y ait une corrélation dans tout votre texte. Donc, si vous l'avez, tout votre texte est par rapport à l'impératif EZ ou ER, ben, respectez ça durant tout le reste, dans le fond, de votre infolette. Ici, il y a un exemple par rapport à l'urgence. Donc, réservez votre place aujourd'hui. On met l'accent sur dépêchez-vous. C'est aujourd'hui que vous devez passer à l'action. Sinon, par rapport à la curiosité, ça pourrait être découvrir comment, par exemple. Donc là, on incite plus les gens à être curieux, vouloir en savoir plus. Par rapport aux nouveautés, ça pourrait être magasiner les nouveautés, tout simplement, magasiner la nouvelle collection. Et par rapport à l'exclusivité, ça pourrait être voir mes offres VIP. Donc, le mot VIP fait très exclusif dans ce cas-ci. Puis finalement, par rapport à l'engagement, donc ça serait, si vous aimeriez que vos lecteurs, vos abonnés soient engagés envers votre infolette, qu'ils fassent une action autre qu'aller lire un article de blog ou d'aller sur votre site web, vous pouvez carrément demander autre chose comme demander un avis, par exemple, par rapport à votre entreprise. Ça pourrait de leur demander d'aller mettre un avis Google, par exemple. On va passer à la prochaine slide qui est par rapport au CTA et les couleurs. Donc, le regard des consommateurs, de vos lecteurs, se pose naturellement sur les couleurs qui vont être plus vives, d'où l'important d'avoir un CTA qui se démarque du reste du contenu de votre infolette. Généralement, on va conseiller aux gens de respecter, dans le fond, la palette de l'image de marque / le branding de votre entreprise pour qu'il y ait une corrélation dans toute l'infolette et que les gens associent facilement, dans le fond, l'image de marque à votre entreprise. Par contre, c'est toujours le fun de savoir la psychologie derrière les couleurs. Par exemple, le jaune, ça peut être associé à quelque chose qui est optimiste, à la jeunesse. Le rouge, c'est associé souvent à un sentiment d'urgence, à l'énergie. Le bleu, ça peut être plus par rapport à la confiance, à la sécurité. Le vert, ça peut être associé à la richesse, l'argent. Ça peut être utilisé, dans le fond, c'est aussi une couleur qui est plus facile à voir pour les yeux. Sinon, le rose, ça peut être associé au romantique. C'est la couleur de la Saint-Valentin. Le doux. Le noir, ça, c'est par rapport à l'élégance, le chic, toutes les choses qui coûtent plus cher généralement. Le mauve, ça peut être utilisé pour apaiser, pour calmer. Puis finalement, l'orange, c'est un peu plus agressif. Ça va souvent être utilisé comme le rouge et le jaune dans des promotions. C'est des couleurs qui sont plus frappantes, dans le fond, pour les yeux. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a certaines couleurs que la signification change dans le fond d'une culture ou d'un pays à l'autre. Par exemple, le blanc, ici, ça peut être associé à la pureté, la nouveauté, le calme, alors que, par exemple, en Chine, le blanc est associé à la mort et le deuil. Donc, deux significations totalement différentes. C'est important, si vous envoyez une infolette à différentes places dans le monde, de faire attention à ces petites subtilités. Mais ça reste que c'est seulement le fun à savoir, respecter quand même le branding, l'image de marque, la palette de couleurs de votre entreprise. Ici, je vous ai mis dans le fond un exemple. À gauche, dans le fond, les deux exemples suivants respectent la palette de couleurs de l'entreprise. Par contre, c'est évident, il y en a une que le CTA, donc le bouton d'action, est beaucoup plus facile à voir à l'œil. C'est l'exemple de droite. D'où l'importance d'avoir une couleur qui contraste un peu plus avec le reste du contenu. Comme Anne-Marie l'a spécifié, les gens lisent à peine le contenu d'une infolette. Donc, c'est important de mettre en avant les éléments que vous voulez que les gens voient en premier. Dans ce cas-ci, c'est de découvrir les nouveaux forfaits du SPA. Puis finalement, pour terminer par rapport au CTA, ça le dit dans le nom, là, bouton d'action. Donc, à quoi ça doit ressembler la forme? Ben, un bouton. Allez pas mettre une étoile ou un bouton en forme de cœur. Les gens ne vont pas savoir que c'est cliquable. Bref, restez dans la simplicité. Donc, ça fait le tour par rapport au CTA. Merci. Fort pertinent. OK. Donc, maintenant, on est très bon hein, pour déterminer de quoi on va parler. Puis là, ben, ça va nous prendre des beaux boutons et assurément un titre. Hein? Donc, comment on fait un beau titre, un titre accrocheur?
Je vous propose 6 attributs. Il y en a certainement bien d'autres, mais il faut s'arrêter à un certain point, sinon ça va être mêlant. Donc, pertinence. Je sais que je reviens souvent avec la pertinence, mais ça prend un titre qui va bien résumer le contenu, qui est directement lié ou qui laisse sous-entendre un contenu de qualité et qui va répondre aux attentes de votre abonné. Ça semble banal, mais l'abonné, il doit tout de suite comprendre ce qu'il va découvrir dans le fond, dans votre infolette. Il ne doit pas rester perplexe à sa lecture en disant, ah, le titre disait quelque chose, mais c'est absolument pas ça que j'ai découvert à la lecture. Ça, c'est une mauvaise expérience utilisateur. Donc, ça prend une bonne adéquation entre le titre et le contenu. Pertinence, réfléchissez à la pertinence géographique et temporelle aussi. Si on annonce des rabais d'automne en mars, ça se peut que votre client soit pas prêt tout de suite à agir. Et si on parle de rabais sur une motoneige à des lecteurs de la Floride, ça se peut que ça soit pas non plus une bonne idée. Donc, j'exagère ici, je mets ça très, très gros, mais réfléchissez aussi au temps et à l'espace dans vos messages. Urgence, on en a parlé un petit peu déjà, donc ça aide toujours, hein, dès le titre, de créer une espèce de sentiment d'urgence chez le lecteur. Ne manquez pas cette occasion, offre à ne pas manquer, profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Découvrez nos soins en promotion cet automne, offerts pour un temps limité. Hein, il y a beaucoup de petites formulations comme ça qui disent ça va disparaître, il faut saisir l'occasion maintenant. Encore une fois, on ne sombre pas dans la peur, comme je disais plus tôt. Il faut pas faire peur à nos clients. Il faut favoriser le mouvement, susciter l'action, une espèce de mobilisation chez eux qui les invite à agir maintenant. Curiosité, hein, c'est bien de piquer l'intérêt du lecteur avec des affirmations du genre, hein, comme on vient de le voir, découvrir ce qu'il faut savoir avant de vendre sa maison, d'acheter un billet d'avion, de se partir en affaires, peu importe le sujet. On peut aussi avoir une espèce de petit titre qu'on appelle en mode diagnostic avec des 2 points. Donc, les aliments biologiques, 2 points, mythe et réalité. Et là, ça pique notre curiosité parce qu'on a comme envie de confronter nos croyances, de dire, ah, mais ce que moi je sais au sujet des aliments biologiques, est-ce que c'est fondé finalement sur des faits ou est-ce que c'est des sottises? Nouveauté, évidemment, la nouveauté, l'attrait de la nouveauté, c'est assez puissant. Ça fonctionne très bien dans un contexte de vente au détail. Dernier produit de la gamme, dernier modèle d'une marque et tout ça. Domaine de la mode et de la beauté, il utilise beaucoup. Tout ce que vous devez connaître sur les tendances du moment pour être pour être super à la mode. Et redoutablement efficace dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des technologies. Hein, dernière version de tel logiciel, telle application, tel jeu, tel programme. Les geeks, ils ont la réputation d'aimer ça, être à la fine pointe. Donc, quand on leur envoie quelque chose comme découvrir les dernières fonctionnalités de la nouvelle version de Bidule, ça les interpelle tout particulièrement. Exclusivité aussi, on en a parlé brièvement. Donc, l'abonné à l'infolette, il va se sentir plus interpellé si vous lui promettez quelque chose en exclusivité. Donc, invitation exclusive à découvrir notre collection de vêtements, les spectacles à venir, si on est à une salle de spectacle ou une billetterie ou quelque chose comme ça. Mais il faut que ce soit vrai. Il faut vraiment livrer la marchandise. Donc, si le lecteur il réalise que tout le monde a accès à la même information, bien, il va se sentir floué, berné, et là, il risque d'être frustré et de perdre confiance en votre entreprise. Et personnalisation, évidemment, hein, si on a un truc comme prénom, là, Marc, voici vos offres personnalisées. Stéphanie, voici votre circulaire de la semaine. Joachim, voici vos produits sélectionnés spécialement pour vous. Donc là, on a une espèce de sentiment de sur-mesure, comme si tout était trié sur le volet juste pour nous. Et c'est possible de combiner évidemment 2 attributs. Donc, on peut avoir, hein, par exemple, l'exclusivité et la personnalisation. Donc, machin, voici en primeur vos offres personnalisées.
Donc, la ligne d'objet qui est à ne pas confondre avec le titre ou les sous-titres. Donc, le titre et les sous-titres, c'est ce qu'on va retrouver dans le contenu de l'infolette, alors que la ligne d'objet, ça va être, dans le fond, c'est ce qui va apparaître quand vous regardez, par exemple, dans Outlook, le nom de votre infolette. Puis pourquoi c'est important, la ligne d'objet? Parce que c'est la première chose que vos lecteurs vont voir dans leur boîte de réception. Et aujourd'hui, les gens reçoivent une dizaine, une cinquantaine de courriels par jour. D'où l'importance d'avoir une ligne d'objet captivante. D'ailleurs, je peux vous partager quelques statistiques intéressantes par rapport aux lignes d'objet. Ça dit que 47 des destinataires décident d'ouvrir un courriel en se basant uniquement sur la ligne d'objet. Donc, si c'est un sujet qui les trouve pertinent ou si justement c'est quelque chose qui va les intriguer, les inciter à ouvrir justement votre courriel. Sinon, ça dit que une ligne d'objet de courriel mal rédigée peut entraîner sa suppression immédiate. Les gens peuvent donc envoyer, 69 des lecteurs envoient, dans le fond, selon la ligne d'objet, le courriel dans les pourriels parce qu'ils signalent, ils trouvent que c'est louche, la ligne d'objet, ils ne font pas confiance. Donc, voici quelques bonnes pratiques à respecter pour votre ligne d'objet. Premièrement, elle doit être claire et pertinente. La ligne d'objet doit décrire le contenu de votre infolettre rapidement et clairement. Pourquoi? Parce que si ça n'a aucun rapport avec le contenu de votre infolette, ben, vos lecteurs risquent d'être fâchés. Sinon, il y a la personnalisation. Ça peut prendre différentes formes. Dans ce cas-ci, on l'a basé sur le prénom de vos lecteurs. Donc, par exemple, avec CyberImpact, vous pouvez avoir des champs personnalisés comme le prénom, le nom de famille de vos lecteurs. Et vous allez mettre le champ prénom et le nom. Ben, dans le fond, le prénom de la personne, du lecteur, va se mettre automatiquement. Dans ce cas-ci, c'est Maxime. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois un courriel qui s'appelle Chloé, on a une offre pour toi, je me sens beaucoup plus interpellée juste parce qu'il m'appelle par mon prénom. Ça fait plus personnalisé, justement. Finalement, la ligne d'objet doit être bref et concis. Pourquoi? Mais dans le fond, on recommande de ne pas dépasser plus de 50 caractères. La raison derrière ça, c'est que les outils pour ouvrir les courriels comme Outlook, Gmail et il y en a bien d'autres vont permettre, dans le fond, d'afficher un nombre de caractères maximal. Sur Outlook, le nombre de caractères maximal, c'est de 50, par exemple, alors que Gmail, c'est 77. Ça change aussi selon si vous avez un iPhone, un Android. Bref, il n'y a aucune plateforme qui permet la même limite de nombre de caractères. Puis, si vous respectez le 50 caractères, ça respecte dans le fond, l'ensemble de toutes les plateformes qui peuvent lire vos courriels. D'où l'importance d'avoir quand même une ligne d'objet qui est courte et qui résume bien, dans le fond, votre infolette. Finalement, vous pouvez aussi utiliser des émoticônes ou des emojis. Attention, y aller avec modération, donc ne pas en mettre trop, ça devient lourd visuellement. Par contre, quand il y en a un ou deux, ça l'attire l'œil. Dans le fond, tu sais, de voir des couleurs justement dans votre boîte de réception, ça sort du lot peut-être des autres courriels. La seule chose qu'il faut faire attention quand vous utilisez des emojis ou des émoticônes, c'est de ne pas les remplacer par un mot. Je vous donne un exemple. Il va y avoir des entreprises qui vont dire on aime les robes, mais le mot aime, ils vont le remplacer par un cœur. Par contre, c'est pas toutes les. Des fois, il peut y avoir des bugs où c'est pas toutes les plateformes qui vont être capables de lire, dans le fond, l'emoji, ça va pas s'afficher. Donc, à ce moment-là, on verrait juste on les robes. Donc, Mhm. l'utilisateur ne comprendrait pas, dans le fond, qu'est-ce qui se passerait. Donc, oui, les emojis, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ne pas l'utiliser à tout coup, y aller avec modération. Si vous avez un message extrêmement important que vous voulez faire passer, vous pourriez utiliser l'emoji, par exemple, d'un point d'exclamation ou d'un alerte, juste pour être sûr que les gens le voient vraiment dans leur boîte de réception. Finalement, le dernier point, c'est d'éviter les mots spam. Dans le fond, les filtres anti-pourriel, anti-spam sont sensibles à certains mots ou certaines expressions qui vont les identifier comme frauduleux et malveillants et envoyer directement le courriel dans les pourriels. Je vous Mhm. donne quelques exemples de ces mots-là. Il peut y avoir gratuit, urgent, rappel, argent. Souvent, c'est des mots qui vont justement être déclenchés par les filtres anti-spam. Vous perdez donc la chance que votre courriel arrive dans la boîte de réception de votre lecteur. Donc, ça résume quelques lignes d'objets, quelques conseils, dans le fond, qu'on vous conseille de mettre en application pour vos lignes d'objets. Excellent. Donc, beaucoup de consignes sur quoi faire, quoi pas faire.
Maintenant, on arrive à l'étape où il faut rédiger. Beaucoup de gens rédigent sans plan. Ce que ça fait, c'est que c'est plus long. On est beaucoup dans l'essai-erreur. C'est plus confus. Hein, la logique, elle n'est pas tout à fait évidente et c'est plus effrayant parce qu'il n'y a rien pour nous guider, nous rassurer pendant la rédaction. Donc, le plan, mais ça permet de tout traiter, hein, tout ce qu'on veut traiter, mais de mentionner seulement ce qui est important, hein, de ne pas s'éparpiller en cours de rédaction. Donc, il faut trouver un filon qui va relier les idées entre elles pour pas qu'on ait une impression de fouillis si on a, par exemple, plein de sujets disparates. Idéalement, trouver une thématique, hein, le démarrage d'entreprise, le bien-être animal, la durabilité, le crudivorisme, l'électrification des transports. Il y en a à l'infini. Petite astuce, si ça vous vient pas comme ça, suivez le calendrier, les changements de saison, les fêtes de l'année, Noël, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, et on peut déborder dans des fêtes traditionnelles et aller jusqu'au Nouvel An chinois, le Ramadan, Hanouka et tout ça. Il y a aussi des journées ou des semaines internationales de quelque chose à peu près à tous les jours de l'année. Hein. Des fois, ça se superpose. Là. Il y en a 3, 4 la même journée. Donc, semaine journée de la santé mentale, de l'amitié, de la réconciliation, de la femme. Il y a des mois de sensibilisation à beaucoup de choses. Cancer, violence conjugale, troubles d'apprentissage, cybersécurité. Trouvez-vous un thème comme ça, puis lancez-vous à partir de ça. Autre astuce, on peut suivre l'actualité, reprendre un thème qui a été abordé, mais vraiment sous un angle nouveau. Et ensuite de ça, quand vous avez votre filon, déterminez les idées principales, faites ressortir tout ce qui est lié à votre thématique et par la suite, on les regroupe ensemble. Une fois qu'on a sorti les idées, on les regroupe, on les hiérarchise. Idéalement, maximum 4 idées. Et s'il y en a trop, on en regroupe ensemble. Et on peut faire une petite section divers si jamais vous trouvez absolument rien comme filon. Vous pouvez l'appeler autre chose que divers, idéalement. Ici, je vous ai sorti l'infolette de la SQRP, la Société québécoise de la rédaction professionnelle, qui l'appelle florilège de nouvelles. C'est tout mignon. Un florilège, dans son sens générique, ça veut dire une sélection de belles choses. Donc, c'est très poétique, mais ça fonctionne très, très bien avec l'organisation. Et finalement, choisissez un titre, idéalement à la fin. Donc, quand vous avez tout rédigé, que tout est là, là, vous avez une belle vue d'ensemble et c'est plus facile de résumer, de vous trouver un titre qui fonctionne bien pour tout ça. Petit mot sur le lien de désabonnement avant de terminer ceci. Il est obligatoire, selon la loi canadienne anti-pourriel, la LCAP, 3 exigences. Il faut faut avoir obtenu, dans le fond, le consentement de votre lecteur quand vous lui envoyez une infolette. Il faut que vous lui fournissiez des renseignements d'identification, donc au minimum le nom de l'entreprise, puis son adresse postale, et vous devez inclure un mécanisme d'exclusion, donc le fameux lien de désabonnement, qui doit avoir 3 critères: simple, rapide, convivial. Donc, l'exemple le plus facile, c'est vraiment de mettre un hyperlien dans le bas qui va rediriger vers une page où là, le lecteur va pouvoir choisir les catégories d'infolettres auxquelles il désire rester abonné ou ne plus être abonné en décochant des cases tout simplement. Et par la suite, vous lui envoyez un petit message qui dit « Parfait, nous allons vous retirer de la liste d'envoi ». Donc ça, c'est une bonne pratique. Et je sais que pour certains, ça peut être tentant de rendre le processus plus complexe pour éviter des désabonnements, surtout si désabonnement, ça fait partie de vos indicateurs clés de performance, les KPI, sur lesquels vous êtes évalué dans le cadre de votre travail. Mais c'est une mauvaise pratique, c'est non conforme à la loi et ça rend vos utilisateurs frustrés de toute façon. Dernier petit mot sur la cohérence. Je parle beaucoup de cohérence dans la forme, mais vous voyez que dans votre lien de désabonnement, c'est encore une espèce d'appel à l'action, comme le reste. Même si vous voulez pas que la personne pose cette action-là, mais ça doit suivre la même morphologie que le reste de vos boutons et tout ça. Donc, si vous avez choisi impératif, on reste avec le impératif, le EZ, inscrivez-vous, donc désabonnez-vous.
m'inscrire, me désabonner si vous avez utilisé ce genre de formulation-là. Ici, mauvaise pratique, on a modifié mes préférences courriel et ce des abonnés. Donc, on a deux pronoms différents. On a le me et on a le ce. Idéalement, on choisit l'un ou l'autre. Puis, ça fait une plus belle cohérence. Alors voilà, ça fait le tour. C'est un petit résumé on réfléchit avant d'écrire, on présente nos idées de façon logique, on trouve un bon titre, on suscite l'attention, on vise la cohésion, la concision, la cohérence et on prête attention aux détails, les petits détails qui font que, sans s'en rendre compte, c'est ce qui fait qu'on trouve que c'est bien fait. On ne serait pas capable de mettre un mot dessus, mais quand il n'y a rien qui déborde, qu'il n'y a rien qui est pas à sa place, c'est vraiment agréable. Dernier petit conseil, on élimine les fautes. On fait réviser notre contenu par un langagier professionnel parce que les fautes, ça donne une impression d'amateurisme. Même s'il y a juste 5, 10, 15% de vos lecteurs qui vont le repérer, ça va nuire à votre image de marque si on repère des fautes, des coquilles dans votre infolette. Et ça va bien au-delà de les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe. On parle de syntaxe, de ponctuation, d'anglicisme, de calque, d'impropriété. Donc, si vous voulez rendre ça impeccable, prenez un petit moment supplémentaire pour faire réviser votre texte.